Bonsoir à tous. À la une de ce journal, aucun retrait de la CAN Cameroun 2019 n'est envisagé. Le président de la CAF a tenu à rassurer l'opinion publique nationale après une audience que lui a accordé le chef de l'État du Cameroun. Cependant, Ahmad Ahmad n'a pas manqué de mettre la pression sur les pouvoirs publics afin qu'ils mettent l'accent sur leur capacité, leur volonté d'organiser cette grande messe du football africain au Cameroun. Le SDF s'oppose à la création des centres de vote spéciaux dans les régions anglophones. Il redoute l'éventualité des fraudes massives électorales, mais aussi la non-participation de plusieurs électeurs dans les régions anglophones. Comment contrecarrer la fraude électorale? Un système de surveillance du vote vient d'être mis en place avec la contribution des candidats à l'élection présidentielle. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Les nuages sombres se dissipent dans le ciel du Cameroun avant de rassurer l'opinion publique sur l'organisation de la CAN 2019. Ahmad Ahmad est arrivé à Yaoundé dans un contexte où le doute planait encore sur les intentions de la CAF à propos de l'organisation de la CAN 2019 prévue initialement au Cameroun. Et l'on constate que la visite éclair d'Ahmad Ahmad a été conclue avec un tête-à-tête avec le président de la République du Cameroun. Des précisions dans ce reportage de Joël Essengue et Aïe. C'est à bord d'un jet privé que le président de la Confédération africaine de football est arrivé au Cameroun. Au bas de la passerelle pour l'accueillir à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidounkpat, et quelques anciens lions indomptables. Dans la suite de Ahmad Ahmad, Samuel Eto'o, ex-capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Maître Dieudonné Api, président de la Fédération camerounaise de football, Constant Omari, vice-président de la CAF, entre autres. La visite de Ahmad Ahmad intervient alors que c'est la panique générale au Cameroun. Il y a quelques jours, en effet, au terme de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football tenue en Égypte, Ahmad Ahmad a fait savoir que le Cameroun accusait un retard considérable dans la construction des infrastructures devant abriter la CAN 2019. Le président de la CAF poursuivait en disant qu'une mission conjointe CAF-FIFA se rendrait au Cameroun au mois d'octobre courant et que le comité exécutif de la CAF allait se prononcer définitivement en novembre, alors même que les chantiers sont prévus pour s'achever plus tôt en décembre 2018. Toutes choses qui font croire que la décision de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun est déjà prise et ne reste plus qu'à être rendue publique. Rien ne filtre officiellement sur les raisons et encore moins l'agenda de la visite éclair du président de la Confédération africaine de football au Cameroun. De sources plus ou moins informées, Ahmad Ahmad aurait été invité par le président de la République avec qui un tête-à-tête était prévu au Palais de l'Unité à Etoudi. Désabusé par des collaborateurs qui masquent la réalité des faits, Paul Biya aurait-il pris en main le dossier CAN 2019? Cela se murmure en tout cas dans son entourage. Et la CAF n'a jamais réfléchi à un retrait de la CAN 2019 au Cameroun. C'est ainsi que s'est exprimé Ahmad Ahmad après son tête-à-tête avec Paul Biya, le chef de l'État du Cameroun. Il a tenu à renvoyer le ballon dans le camp du gouvernement camerounais pour l'organisation de la CAN 2019 dans ce pays. Je vous propose d'écouter le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad. Je remercie Samuel Eto'o. C'est grâce à lui qui a organisé cette visite pour enlever toutes les supputations à gauche à droite. La CAF n'a pas de plan B. La CAF n'a jamais réfléchi à un retrait au Cameroun. Et c'est au Cameroun de nous dire, ce n'est pas nous qui organisons, c'est le Cameroun qui accueille cette compétition. C'est le Cameroun qui pourra nous dire demain, on est prêt, ah non, donnez-nous le temps, on n'est pas prêt. Ça dépend du Cameroun.
Vous venez de suivre l'intervention de Ahmad Ahmad, président de la CAF, après l'audience que lui a accordé le chef de l'État du Cameroun. Et durant cette audience, Samuel Eto'o-Fils, qui a œuvré pour cette rencontre entre Paul Biya et Ahmad Ahmad, s'est prononcé sur l'élection présidentielle. Le goléador camerounais a affirmé qu'il soutient le candidat du RDP à cette élection présidentielle. Et dans cet écho de campagne, Franklin Difo Afenwi est allé à la conquête de l'électorat du Sud. Le candidat du MCNC vient de faire le tour de la ville d'Ebolova. Le pasteur a été accompagné par ses soutiens, lesquels estiment qu'il incarne la vérité. Roger Takala et Donald Brice Kamgan. Franklin Difo Afenwi à Ebolova, dans la région du Sud. La caravane du candidat du mouvement citoyen national camerounais a fait le tour du chef-lieu de la région, distillant les messages appelant les citoyens à choisir le candidat pasteur. Le candidat du MCNC est surtout présenté comme un adepte de la vérité, un portrait sur lequel ses partisans insistent, s'appuyant surtout sur son profil d'homme religieux. Votez pour l'ouverture, plein d'espoir, votez pour la vérité. Dans les artères d'Ebolova, Franklin Difo Afenwi a été suivi par des motos-taximènes transportant les effigies de sa formation politique. Pour ses partisans qui brandissent son bulletin vert, le locataire d'Etoudi devrait prendre du repos. Mais à Ebolova, la compétition politique est clairement affichée, chaque partisan présentant son candidat comme le meilleur cheval pour le 7 octobre prochain. Toujours dans le sud, une effervescence populaire a été observée autour du candidat du parti Univers, Cabral Libi, qui a mobilisé des jeunes à Kribi, dans le département de l'Océan. Ils étaient nombreux venus écouter son discours de campagne à Kribi durant cette journée. Le candidat du parti Univers qui a promis à la jeunesse du Sud d'œuvrer pour trouver des emplois décents pour cette jeunesse qui réside dans la région du Sud. Dans le département du Mungo, ce sont les militants du RDPC et les responsables politiques qui se sont rencontrés, des stratégies visant à permettre à leur candidat, le président sortant et candidat du RDPC à l'élection présidentielle, d'être celui qui sera victorieux le soir du 7 octobre 2018. Cyril Ndiemba et Carole Zoupet. C'est un accueil des plus chaleureux qui a été réservé à la commission départementale RDPC Mungo par les militants du comité de base RDPC de Kola-Songo. Dans cette localité située dans le Mungo, les militants de cette commission viennent apprécier le travail abattu par le comité RDPC de Kola-Songo en vue d'obtenir un maximum de voix en faveur de leur candidat Paul Biya le jour dit. Les membres RDPC de Kola confirment d'ores et déjà la victoire de leur champion. Nous rassurons un vote à 100% pour notre champion. Durant cet échange, ils n'ont cessé de vanter les mérites de l'actuel président de la République. On a même dit au lycée ça qui fait demander, toujours dans le septennat de Paul Biya. Mané Botaï n'ont pas demandé, ils ont bien voté. On a donné le CRS. On a demandé le CETIC. On nous a donné le lycée technique à Badi. Le rendez-vous est donc pris le 7 octobre prochain, date de l'élection présidentielle. Après les régions anglophones, Aminatou Ahidjo a mis le cap sur Ngaoundéré, la fille du défunt président de la République, désormais dans les rangs du RDPC, est allée rencontrer des leaders religieux, autorités et traditionnels afin de les convaincre de voter pour le président sortant et candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Jean-Blaise Noupéé et Julienne Berthe-Bissaille. À quelques jours du scrutin du 7 octobre prochain, Aminatou Ahidjo mobilise des foules en Ngaoundéré pour le candidat Paul Biya. Après avoir parcouru les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest, elle est venue porter aux populations du Septentrion le message de paix de son candidat. Le président Paul Biya, c'est une belle leçon de vie pour tout le Cameroun, combien de fois pour la Damawa.
Voilà pourquoi je suis venue ici. Voilà pourquoi il m'envoie porter ce message pour dire qu'il est là, qu'il gouverne ce pays avec beaucoup de tact, avec beaucoup de patience. Et nous devons donc le suivre. Il a beaucoup de choses encore à faire pour les 7 années à venir. Et surtout dire aux populations de la Damawa, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la jeunesse qui garantit le programme d'un candidat. Cette rencontre qui marque le début de sa tournée dans le Septentrion était l'occasion pour elle de communier avec le Lamido, les hauts responsables du RDPC et les jeunes. Ceci dans une ambiance bon enfant. Dans la région de l'Adamawa, à Kéré, Mouna y est aussi pour battre campagne le candidat du FDS qui a mobilisé des populations à Menganga afin de les interpeller à la fois sur leurs conditions de vie, mais aussi de promettre d'améliorer leurs conditions de vie afin qu'ils puissent être des populations qui vivent dans des conditions acceptables. Ce sont les propos d'Akere Mouna, accompagnés pour la circonstance de ces différents soutiens, parmi lesquels l'artiste Longuet qui a mobilisé également les jeunes et les convaincre de voter à Keremouna le 7 octobre 2018. Et parlons de Maurice Kamto, attendu à Bafoussam, où des milliers de personnes se sont mobilisées dans la capitale régionale de l'Ouest afin d'écouter le discours de campagne du candidat du MRC à l'élection présidentielle. Pendant ce temps, le SDF s'oppose à la décision d'Elecam de centraliser les bureaux de vote dans les régions anglophones. Le candidat du SDF, Joshua aussi, critique cette stratégie utilisée par Elecam. Selon lui, c'est une ségrégation électorale et cela risque d'exposer cette élection à une fraude massive et une non-participation des électeurs des régions anglophones à ce scrutin présidentiel. Mathilda Kemazou et Sylvestre Zangaou. Dans la région du Nord-Ouest, plusieurs électeurs ne pourront pas voter le 7 octobre prochain dans les circonscriptions électorales où ils sont inscrits. Et l'ECAM a décidé de délocaliser plusieurs centres de vote à cause de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette région. Une décision que désapprouve le SDF. Lorsque les électeurs s'inscrivent, au jour de l'inscription, très souvent on leur demande où est-ce qu'ils vivent, où est-ce qu'ils souhaiteraient voter. Alors ils indiquent un lieu qui est en accord avec leur résidence pour s'éviter des distances exceptionnelles le jour de l'élection. Alors, nous sommes très surpris aujourd'hui de la décision qui a été prise par Elecam de devoir délocaliser le bureau de vote. La dite décision, de notre point de vue, est illégale parce qu'il n'y a pas de texte dans le code électoral qui autorise Elections Cameroun à pouvoir procéder ainsi. Le parti de la balance soutient que cette initiative est loin de répondre aux besoins de sécurité qu'évoque Elecam. Si on veut que je quitte de chez moi pour aller voter, est-ce qu'il y a une escorte? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour que moi je ne perde pas ma vie dans le trajet en question? Encore que les gouverneurs se font attaquer même. Le gouverneur, les maires se font attaquer par des coups de feu. Vous imaginez le citoyen lambda qui n'a aucune protection particulière à lui accorder. Vous imaginez comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour pouvoir s'en sortir? Il y a des questions comme celle-là que nous devons pouvoir comprendre et adresser avec citoyenneté. L'opposition du SDF sur la délocalisation de plusieurs centres de vote dans la région du Nord-Ouest va-t-elle amener l'ECAM à les maintenir en place? Bien Mala qui répondra à cette question. Comment contrecarrer la fraude électorale durant le scrutin présidentiel? Un système de surveillance du vote a été mis en place. Son mécanisme repose sur le recrutement des jeunes volontaires afin qu'ils jouent le rôle de scrutateurs durant ce scrutin présidentiel. Et l'initiative est mise en place avec le concours de certains candidats à l'élection présidentielle. Mathilda Kemazou et Flavien Dogo. Tout un comité pour la transparence du scrutin du 7 octobre prochain. L'initiative non partisane vise à assurer la victoire du peuple. Le comité est notre contribution à l'évitement d'une crise post-électorale. Nous le faisons en mettant dans les bureaux de vote des gens avec notre application informatique qui vont faire remonter en temps réel et les résultats et la photo des PV. Malgré le contexte sociopolitique et sécurité tendu,
le gouvernement camerounais ne s'est pas empêché d'organiser les élections présidentielles. Une autre manière pour des organisateurs du scrutin de mener en toute quiétude des actes qui plombent l'avancée de la démocratie dans notre pays. Nous avons de l'insécurité dans le nord du pays, dans l'est du pays et au nord-ouest et au sud-ouest du pays. Tous les ingrédients sont mis en place pour qu'il y ait une sorte d'opacité dans le fonctionnement de l'ECAM pour que l'on soit dans une situation difficile. Il est donc question pour Ndjekam Tchamini, Mbouama Sok et d'autres membres du comité disséminés dans le pays comme à l'étranger de recruter des volontaires qui seront présents dans les bureaux de vote, le rôle de scrutateur d'un jour. Bon, nous avons un site qui a été mis en ligne aujourd'hui dans lequel tout volontaire pourrait s'inscrire. Nous travaillons également avec les partis politiques qui complètent cette élection et avec toutes les organisations de la société civile. Pour des initiateurs du projet, à travers cette opération bien menée, le Cameroun connaîtra le tout premier scrutin libre et transparent de son histoire. Quel est le visage des régions anglophones après 48 heures de couvre-feu? Comment les populations ont-elles vécu cette journée du 1er octobre, jour de la commémoration de la réunification du Cameroun? Élément de réponse avec Éric Martial-Djomo qui fait le point dans ce reportage. On parlait donc de ce reportage d'Éric Martial-Djomo sur la situation vécue dans les régions anglophones durant cette journée du 1er octobre 2018, date de commémoration des célébrations de la réunification et là où des hautes tensions ont été observées dans plusieurs villes anglophones. Reportage. Situation toujours extrêmement tendue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Au lendemain du couvre-feu de 48 heures et du respect du mot d'ordre de ville morte le lundi, l'on se serait attendu à une reprise effective des activités. Seulement, la journée de mardi a été marquée par l'ouverture de certains espaces marchands sans malheureusement grand monde pour faire des achats. Dans la plupart des villes, notamment Bamenda et Boya, quelques véhicules ont été aperçus de façon éparse. Les rues n'ont pas été bondées de monde, la population ayant préféré se terrer chez elle. Les principaux artères des différentes villes sont restées fortement militarisées et quadrillées par les forces de défense et de sécurité. La perspective de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain fait craindre la multiplication des fronts de combats armés entre les forces camerounaises et les activistes anglophones. Le bilan des affrontements de la journée du lundi 1er octobre reste attendu en termes de pertes en vies humaines. Mais l'on retient que dans plusieurs villes, les sécessionnistes ont tenté de hisser leur drapeau, essuyant à chaque fois la riposte des forces de défense. Pour le scrutin du 7 octobre prochain, l'ECAM a choisi de délocaliser les bureaux de vote de ces deux régions pour éviter les affrontements armés, mais surtout permettre aux électeurs d'accomplir sereinement leurs devoirs citoyens. Et sur le théâtre de la crise anglophone, des soldats camerounais ont été récompensés pour leur bravoure et leur engagement pour protéger les populations. 3 soldats qui ont vu leurs efforts, leur discipline et leur engagement être récompensés lors d'une cérémonie de remise des épaulettes qui s'est déroulée en présence des officiers supérieurs de l'armée camerounaise, Stella Mbou et Julingue Nyongde. Cérémonie militaire interdite aux personnes civiles en raison des villes mortes à Bamenda, dans la région du nord-ouest, pour ces valeureux soldats qui reçoivent des épaulettes. Au nombre de 3, donc 2 hommes et une femme, respectivement adjudant-chef, adjudant et sergent, ces soldats ont été récompensés pour le travail abattu dans cette partie du pays en crise depuis 2016. Je voudrais d'abord remercier le Dieu Tout-Puissant et remercier mes chefs pour cette promotion. Nous savons que les temps que nous passons dans la région du Nord-Ouest ne sont pas faciles, mais par la grâce de Dieu, par l'effort du galon, ça nous encourage de combattre et de vaincre jusqu'à la mort. L'événement qui s'est tenu sous haute sécurité était présidé par le général Aga Robinson, commandant de la 5e région militaire interarmée. Ce dernier leur a prescrit un travail acharné, plus d'abnégation, discipline et respect de la hiérarchie.
Dans le reste de l'actualité, la connexion Internet est toujours un luxe pour la majorité des pays d'Afrique subsaharienne. Selon les Nations Unies, le coût et la qualité de la connexion Internet tardent à s'améliorer, notamment en Afrique centrale. Quelles en sont les causes et les conséquences? Éléments de réponse avec Innocent Abega et Xavier Foka. Les Nations Unies fixent pour objectif de parvenir à un coût du giga inférieur à 2% du revenu mensuel par habitant. Sur le continent africain, il est encore de 8,8%. En termes de coût, alors qu'au sein de l'Union européenne, le giga s'élève à 2296 francs CFA, il est de près de 4000 francs CFA en Afrique subsaharienne, avec des tarifs encore plus élevés au sein de la zone CEMA. Ajoute à ce problème de coût, la faible couverture en réseau. C'est un besoin urgent de connecter les populations. Une étude a permis de constater que la baisse du coût du giga tarde à se matérialiser sur le continent africain. Elle n'a été que de 0,52 points en 2017. Selon la même étude, la lenteur de la baisse du coût d'Internet en Afrique est due à plusieurs facteurs. En bonne place, la multiplication des taxes sur les communications par Internet ces derniers mois dans plusieurs pays. Des données de cette étude démontrent que plus la concurrence est élevée dans le secteur de la communication, moins le coût est important. Il faut qu'on libère le potentiel des entreprises camerounaises. Il faut qu'on libère le potentiel des services publics camerounais. Et comment cela se fait? Concrètement, c'est en allant où les populations sont isolées, c'est en allant où les réseaux de communications existants n'arrivent pas. Je pense à la fibre optique, je pense à la téléphonie mobile. Un autre facteur, qualité des infrastructures utilisées dans le domaine de la communication. Pendant longtemps, quand il pleuvait et que les gens utilisaient le satellite, il y a perturbation. Dès qu'il y a un vent, vous n'avez plus d'image. C'est fort de ce constat et pour résoudre ces problèmes que des spécialistes de la communication proposent d'améliorer la qualité en fourniture de connexion. Avec la CAR qui a été lancée aujourd'hui, Cameroun, quand il pleut, vous avez toujours la connectivité. Il y a beaucoup d'intelligence embarquée sur cette technologie qui vous fournit une stabilité, une disponibilité de la connexion. Donc du coup, même quand il pleut, vous êtes connecté. Les retombées de cette amélioration sont attendues par les populations qui n'ont que trop souffert de la qualité et du coût de la connexion. Des populations victimes d'évictions forcées, elles ont tenu à le faire savoir lors de la journée mondiale de l'habitat. À cette occasion, elles ont attiré l'attention des pouvoirs publics sur des violations graves lors des procédures de déguerpissement et d'expropriation pour cause d'utilité publique. Des précisions dans ce reportage que signe Marcelin Gansop. Que de drames et de larmes versées à la suite des évictions forcées et autres accaparements de terres. Quand on vient démolir un quartier, on ne vous dit pas, vous voyez les engins arriver un matin, vous savez pas ce qu'on va faire sur l'espace, vous êtes là, vous attendez, plus rien. Vous avez vu l'exemple d'une tabac, ça s'est passé ici à Yaoundé, à ciel ouvert. Aujourd'hui, c'est presque des champs qui sont là-bas. Vous avez vu à la Carrière, par exemple, à Itetak, ou alors pour prendre le cas de Mokolo même qui est un quartier, n'est-ce pas, on dit qui ne répond pas aux normes. Dernièrement, on était à Douala, il y a là où on a construit l'université de Douala. Les gens ont été détruits là, ça fait 20 ans. Il y a des lois mais qui ne sont pas respectées. Un état des lieux préoccupant, dressé à l'occasion de la 32e journée mondiale de l'habitat. La célébration sert de prétexte au lancement de la campagne Zéro Éviction à travers une pétition contre les déguerpissements, l'accaparement de terres et le détournement des logements sociaux. Aujourd'hui, on a un numéro vert, le 8505. Tout le monde peut appeler. Ça veut dire qu'en cas de détresse, si on vient mettre les croix, on peut déjà appeler pour que quelque chose commence à être fait. Aujourd'hui, on n'appelle pas les gens à prendre les machettes, mais à dire qu'il faut que la loi soit respectée parce qu'on ne respecte pas la loi. Les acteurs de la société civile lancent un appel à la mobilisation de tous contre le vol de propriété et pour le logement social, convaincus que les mauvaises habitudes et pratiques peuvent disparaître au profit d'une nouvelle donne. Déjà la prise en compte, c'est-à-dire que l'écoute par les institutions est un résultat. Le fait par exemple que les victimes de Maga qui ont été réinstallées, nous les avons accompagnés et je crois qu'il y a une oreille attentive aujourd'hui des pouvoirs publics. C'est déjà quelque chose. Maintenant aussi le fait que nous soyons impliqués dans les cadres de concertation, le fait que les pouvoirs publics citent de plus en plus l'espace vital.
Les organisations de la société civile prescrivent, entre autres solutions alternatives, l'arrêt systématique de toute opération de déguerpissement, d'éviction et de détournement des propriétés des ménages pauvres, la promotion de la valorisation des quartiers populaires par une politique urbaine inclusive, l'adoption de la politique nationale de l'habitat prenant en compte des stratégies d'inclusion des victimes. Reste à savoir si ce message sera entendu. Des grands maîtres chocolatiers venus d'Europe qui soutiennent les jeunes cacaoculteurs du Cameroun avec l'initiative qui a été lancée par le CICC visant à améliorer les conditions de production du cacao au Cameroun. On voit tout cela dans ce reportage de Marcelin Gansop. C'est à Akomniada, près de Mbalmayo dans le Nyong-Eso, que la délégation des chocolatiers et conviseurs de France a entamé sa visite de travail. Ici se déploie une coopérative qui compte 62 cacaoculteurs, dont une quinzaine de filles déterminées plus que jamais à percer dans la filière et à devenir de véritables entrepreneurs agricoles. Quand j'étais à Yaoundé, je suis venue qui avait un projet de New Generation. Et ma pauvre mère qui a 76 ans, elle m'a dit, voilà ma fille, est-ce que tu peux accepter d'entrer dans ce programme? J'ai accepté volontairement et j'ai vu mes grands frères, ils m'ont donné une parcelle de 3 hectares. New Generation nous a tout donné gratuitement. Bon, j'ai commencé en 2015, bon, c'était juste tout petit comme ça, et maintenant c'est déjà grand. Je suis tellement fière chaque fois que je passe pour aller au carrefour, quand je regarde le champ, je me pose la question si c'est franchement mon champ. Une visite des plantations permet aux chocolatiers français de toucher du doigt les réalisations du programme New Generation, impulsé par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Il n'y a pas de doute, ici à Akomniada, la relève est assurée par une jeunesse qui est consciente des enjeux. Très attendue, la construction du centre d'excellence de traitement post-récolte du cacao. Le terrain dédié à ce projet a d'ailleurs été présenté aux partenaires français. C'est quasiment le même engouement qui anime les jeunes du programme New Generation de la société coopérative des producteurs de cacao du Nyong-Ekele. C'est à Boumniebel que les 122 membres de cette coopérative ont échangé avec la délégation française. Jeune productrice que je suis, ça me donne une fierté. Nous savons que demain ou après-demain, nous serons les entrepreneurs pour faire le cacao de bonne qualité pour livrer aux chocolatiers. Et nous-mêmes d'être nous-mêmes les chocolatiers. Cette coopérative a la chance d'avoir été dotée de 2 centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao, un à Simaniaï et l'autre à Mintaba. Les chocolatiers sont très exigeants et nous demandons donc aux jeunes et aux autres producteurs de se mettre au respect des protocoles de qualité de manière à garantir à ces chocolatiers la permanence de la fourniture de ce cacao de qualité. Nous disons merci au CICC qui a bien voulu nous mettre en contact avec ces chocolatiers. Et maintenant, la balle est dans notre camp. À ces jeunes, comme à ceux d'Akomniada, la délégation des chocolatiers et conviseurs de France tient le même discours, celui de la nécessité de persévérer dans la production d'un cacao d'excellence, tant demandé sur le marché international. Ça fait 30 ans que je suis dans le chocolat. Je voyage à peu près 6 dans des pays producteurs et je le paye beaucoup plus cher que le cours du cacao. Parce que ce qui est rare est cher. Ce qui est rare est bon. Et donc c'est ce qu'il faut faire ici au Cameroun, en faisant un cacao pour qu'on fasse le meilleur chocolat au monde. Avec une production estimée à 5 tonnes à Akomniada et une quinzaine dans le Nyong-Ekele, il y a de quoi se réjouir. Surtout que les 2 coopératives New Generation promettent une extension des superficies cultivées et un doublement annuel de la production. Que d'heureuses perspectives. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en bonne compagnie avec Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, était ce jour au Palais de l'Unité à Yaoundé. Pour lui, il n'a jamais été question pour la CAF de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Ensuite, on va parler un peu de ce soutien de Samuel Eto'o à Paul Biya. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain, 20h. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le débrief toujours en compagnie de nos 4 invités.